comment gérer une relation de dépendance entre deux équipes où cette relation est pas très saine, elle est un peu en mode client-fournisseur avec une équipe clairement qui donne des ordres à l'autre et qui écoute pas quand on lui donne les conseils, quand on lui dit oh là ça va être compliqué, ça c'est pas vraiment possible. Allez-y, faites-le. C'est une question posée par la communauté Scrum Life où on a effectivement cette relation qu'on peut recroiser très souvent, par exemple avec une équipe marketing qui décide de tout, qui porte les enjeux business et qui donne des ordres à des équipes techniques qui exécutent, qui construisent le produit. Et on leur demande surtout pas de réfléchir. Non, elles sont là pour exécuter, faire le taf et puis c'est tout. Allez au boulot, point, taisez-vous. Vous êtes sur Scrum Life, la première chaîne YouTube francophone sur l'état d'esprit agile. J'en profite pour souhaiter la bienvenue sur la chaîne à toutes celles et ceux qui s'abonnent à la chaîne ces derniers jours. Si vous-même vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous suivez Scrum Life régulièrement, que vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. Alors, pourquoi ce genre de situation arrive ? En fait, ce mode de fonctionnement, il est tristement courant, notamment dans les grosses boîtes, parce que c'est le reflet d'une organisation très traditionnelle, avec d'un côté l'équipe marketing qui donne les ordres, dans le jargon traditionnel c'est la MOA pour maîtrise d'ouvrage, et puis de l'autre le modèle DSI, voilà, avec une entité, un département qui centralise tout l'aspect informatique, numérique, et qui sous-traite pour le reste de la terre entière dans la boîte. Et cette fois, dans le jargon traditionnel, c'est la MOE pour maîtrise d'œuvre. Et ce mode de fonctionnement avec une DSI qui centralise tous les développements de l'ensemble de l'entreprise, ou ce fameux clivage assez traditionnel MOA versus MOE, il est hérité justement des entreprises à l'ancienne, par exemple dans la manufacture, où on a les blouses blanches qui réfléchissent et les blouses bleues qui exécutent. La conséquence directe de ce type d'organisation, c'est qu'on a des objectifs qui sont souvent disjoints et parfois même qui s'opposent complètement. Et ça, c'est par structure. Parce que les objectifs que peut avoir chaque personne, chaque entité, chaque département, chaque directeur, ils doivent être en lien avec leur zone d'influence. Donc, par exemple, la fameuse DSI, elle a un périmètre technique uniquement, puisqu'elle est là justement pour fournir une expertise technique au reste de l'entreprise. Donc, mécaniquement, elle va avoir des objectifs qui se limitent à délivrer ou à tenir des serveurs en maintien de conditions opérationnelles, etc. Des choses vraiment liées à on livre ou on maintient ce qu'on a livré. Et ça, même si ce qu'elle livre ou ce qu'elle maintient ne sert à rien. Et c'est normal, encore une fois, parce qu'ils n'ont pas l'influence sur la valeur produite, qui elle est pensée dans un autre département. La DSI, elle ne peut pas prendre la responsabilité, et donc elle se limite à faire en sorte que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne avec des guillemets, parce que ça veut dire quoi, ça fonctionne réellement quand t'as qu'une partie du job? La clé de la réussite, c'est de ne pas se dire simplement « Oh mon Dieu, c'est mal, c'est des silos qui font, c'est pas du tout agile. » Non, ça n'est pas une raison pour les gens de changer. On le dit souvent sur cette chaîne, mais ça fait pas de mal de le rappeler encore. L'agilité n'est pas un but. Personne ne veut être juste agile pour te faire plaisir, par exemple. Ils le veulent parce que ça leur est utile et plaisant. Cette nécessité de changer que tu ressens, il y a de grandes chances que les autres ne la voient pas. Il va donc falloir les convaincre que c'est bon pour eux. Si tu te retrouves dans le même cas que Sophie, tu peux sûrement commencer par te demander quel est l'impact d'avoir ce mode de fonctionnement. Qu'est-ce qui se passe dans le fait d'avoir ces deux équipes ? Sophie explique par exemple que l'équipe MOA n'écoute pas les conseils techniques de l'équipe Scrum. Si ça se trouve, ce qu'avait à dire l'équipe d'exécution, c'était tout simplement pas pertinent. Il va falloir factualiser. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous, en tant qu'équipe, avez besoin de corriger comme résultat ? Retiens bien ça, ce n'est pas le comportement que tu veux corriger. Corriger le comportement est un moyen de corriger le résultat. Le résultat, c'est ça qu'on veut corriger. Une fois que tu as ces infos, ce n'est plus à toi de décider, mais aux équipes. Il va falloir leur mettre un peu le nez dans leur caca. De mon expérience, je dirais que ces problèmes sont liés au fait d'avoir deux équipes. Et en plus, des équipes qui ne collaborent pas réellement. Tu vas mettre les personnes face à la réalité des conséquences de leurs choix et de les convaincre de changer en trouvant leur solution. On doit pouvoir amener ces deux équipes, tout ce collectif,
à réfléchir ensemble, à travailler autour des notions d'objectifs. Concrètement, quels sont les objectifs de chaque partie? Est-ce que ce sont réellement des objectifs différents? Parce que déjà, si c'est le cas, si on a vraiment deux équipes, deux entités qui ont des objectifs différents, eh ben, on va pas réussir à faire marcher tout ça en continuant de la même façon, hein, parce que très clairement, chacun son objectif. Ou alors, au contraire, on découvre qu'on va tous dans le même sens. Et du coup, pourquoi on n'y arrive pas alors, si on a le même objectif, qui nous emmène dans la même direction? Il est donc important de challenger le groupe sur chaque objectif. Quelles sont les compétences nécessaires? Est-ce qu'on ne peut pas mélanger le tout, mélanger ces deux équipes pour créer des équipes qui ont les compétences qui vont bien, justement, pour atteindre les objectifs? Si on revient sur notre analyse plus tôt dans cette vidéo, où on se disait que ça ressemblait beaucoup à un modèle DSI, où on délègue la partie technique à une entité, à un prestataire finalement, même si c'est un prestataire interne, on va avoir tendance à construire des objectifs techniques. Et les objectifs techniques, ben, ils sont pas vraiment des objectifs en fait. Il faut plutôt se concentrer sur l'objectif le plus proche de l'utilisateur. Un exemple, hein, faire en sorte, s'assurer que la prod ne tombe pas, c'est pas vraiment une finalité. Bien sûr qu'il faut que la prod tienne la route et qu'elle soit solide, mais parce qu'elle apporte un gain à l'utilisateur. C'est pas en soi de la valeur. La valeur, c'est que le produit fonctionne pour l'utilisateur et qu'il réponde aux besoins de l'utilisateur, qui lui permet de résoudre le problème de l'utilisateur. Alors, comment faire pour arranger cette relation? Le problème, c'est que pour l'instant, il y a sûrement de la défiance. Du côté du donneur d'ordre, la MOA, on se dit par exemple « Ah non, mais je sais, hein, si je leur mets pas la pression, ils font rien. Ils me disent c'est impossible, mais en fait, ils veulent juste pas le faire. Ils disent pas la vérité. » Le but, c'est d'arriver à faire travailler tout le monde ensemble, hein, pas l'un pour l'autre. Le but, c'est qu'ils comprennent les enjeux de l'autre, qu'ils créent des affinités de travail, une compression mutuelle. Et ça, une présentation ne va jamais convaincre. Jamais, dans toute l'histoire de l'humanité, un slide n'a convaincu. Ce qu'il faut, c'est agir, les laisser agir. On ne cherche pas à ce qu'ils soient les meilleurs amis du monde, mais qu'ils forment une équipe efficace et qu'ils se plaisent dans cette équipe. Et pour agir, l'équipe doit donc prendre un sujet, un petit objectif faisable en une semaine, ou même en un seul jour pour commencer, et qu'il le fasse. Une itération la plus courte possible. On fait un pari sur un temps court. On parie que l'entreprise est prête à dépenser cette itération, cette semaine, cette journée pour cet objectif, et tout le monde s'organise et travaille pour atteindre l'objectif, et ça en dépassant un petit peu leur rôle assigné ou même leur rang, hein. Petit conseil, appelez ça un hackathon, parfois ça peut mieux passer. Ah mais attention par contre, c'est pas un truc à faire le week-end en les payant en pizza, hein. C'est du travail, du vrai travail qui en plus apporte de la valeur. Donc oui, l'entreprise peut payer les pizzas, mais c'est une courte itération, c'est du temps de travail et ce n'est pas en plus. Puis en plus, si ça marche bien, pourquoi l'équipe ne ferait pas tout le temps comme ça, hein? On vous a donné plein de pistes dans cette vidéo, mais attention, il y a clairement des freins qu'il faut identifier pour que vous ne fassiez pas le mauvais pas. Tout d'abord, la piste de recréer d'autres équipes. On prend toutes les personnes qui ont collectivement les compétences nécessaires pour faire le travail. Eh bien, on va mélanger tout ça pour leur montrer que faire plusieurs équipes, mais vraiment indépendantes, qui peuvent penser valeur, ça marche bien, ça marcherait mieux. En réalité, mettre ça en place, la marche, elle est énorme. La marche, elle est énorme organisationnellement. Parce que là, les deux équipes qui se tapent un peu dessus pour faire quelque chose ensemble, à tous les coups, ils n'ont pas le pouvoir de changer d'objectif à leur niveau. Et ils n'ont probablement pas le pouvoir de changer de manager. Parce que évidemment, les deux équipes, elles sont pas dans la même direction à tous les coups. Elles n'ont pas le même manager. Donc si on mélange tout ça, c'est qui leur manager? Et puis, si on continue de dérouler la pelote, c'est même probablement pas le même budget. Parmi les freins, on a commencé à en parler, c'est aussi les managers, notamment le middle management. Parce que ce qu'on va voir dans l'entreprise, c'est que tout en haut de l'organisation, la plus haute direction, on a un objectif qui est super clair, c'est par là qu'il faut aller. Et puis en bas, tout en bas, les personnes qui font le travail, les contributeurs individuels, on veut y aller, on veut le faire, il n'y a pas de souci, on est super motivés.
Et puis au milieu, là, on a le middle management qui, lui, a mis en place un peu les choses pour faire tourner. Et là, maintenant, on est en train de tout casser. Donc, ils se retrouvent complètement perdus. Et c'est peut-être à leur niveau, justement, qu'on a introduit ces objectifs disjoints, même si en théorie, ils servent le même objectif global. Donc, ce qui est vraiment crucial, c'est de les intégrer dans la démarche, ces managers. Donc, tout ce qu'on a pu citer dans cette vidéo, c'est le b.a.-ba. Il faut intégrer ces managers dans la démarche. Alors maintenant, on a beaucoup évoqué le fait que, en tant que personne perdue dans ce type d'organisation, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Il y a ceux qui ont le pouvoir qui décident sur les autres, mais c'est pas non plus complètement vrai, dans le sens où on peut faire des choses. J'aime bien rappeler cette phrase « Nul n'est tenu à l'impossible ». Parce que les contributeurs individuels, c'est censé être des experts. Et donc, ils sont censés dire non. Ils sont censés refuser d'accepter de travailler sur des choses qui n'ont aucun sens. Et ce qu'on recroise très souvent dans les organisations, c'est que d'un côté, on a des gens qui ne te laissent pas vraiment le choix, et de l'autre, on a des personnes qui se positionnent en héros. Je ne sais pas pourquoi, mais partout, dans toutes les organisations, on recroise ça, des contributeurs individuels qui vont se battre, littéralement se battre, pour porter à bout de bras des projets qui, dès le premier jour, n'ont rationnellement aucune chance de réussir. Tenez en compte, en tant qu'agent du changement, si vous devez travailler dessus, par défaut, les personnes se positionnent en héros et essaient de sauver la Terre entière, même quand elle est fichue. Si tu as apprécié cette vidéo, bien entendu, mets le pouce vers le haut, partage-la autour de toi à d'autres personnes qui trouveraient de la valeur, qui se posent des questions similaires, qui rencontrent le même genre de problème. Cette question, je le rappelle, a été posée par la communauté Scrum Life. Donc toi aussi, rejoins la communauté pour venir poser toutes tes questions en cliquant ici. Et pour aller plus loin, si tu rencontres justement ces problématiques de relations client-fournisseur pas toujours saines, on a fait cette précédente vidéo où on détaille c'est quoi cette relation client-fournisseur, comment la faire marcher. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt. Vous êtes mes plus grands fans!